Raconteuses, raconteurs, bonjour et bienvenue dans La Machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Qu'il s'agisse d'un scénario de cinéma, d'un roman, d'une série télé, d'une bande dessinée ou même d'une chanson, comment est-ce qu'on raconte une histoire ? Pour le savoir, nous allons interroger les auteurs et les autrices que nous aimons pour découvrir leur manière de travailler et de raconter. Je m'appelle Mike Cessno. Et je m'appelle Yannick Lejeune. De 2005 à 2015, Mike et moi avons organisé le festival des blogs BD et du webcomics et avons côtoyé des centaines d'auteurs venant de la BD, de la littérature, de l'animation ou encore du cinéma. À leur contact, nous nous sommes passionnés pour les techniques de narration et d'écriture, au point de lire tous les livres dédiés au sujet qui nous sont tombés sous la main. Yannick en a profité pour signer quelques scénarios de BD et devenir directeur de collection chez Delcourt, et pour ma part, je suis allé suivre les formations de célèbres script doctors et studios américains. Dans ce podcast, nous allons partir à la rencontre de créateurs et de créatrices et discuter de leurs secrets de fabrication, des outils qu'ils utilisent, des techniques, routines et astuces qu'ils emploient. On leur demandera également de nous parler de leurs maîtres en la matière, de leurs influences, des meilleurs conseils qu'ils ont reçus, des histoires qui les ont marquées et même de celles qu'ils ont détestées. Dans cet épisode, nous accueillons Arthur Depince, auteur de nombreuses séries de bandes dessinées à succès telles que Péché mignon, La marche du crabe et plus récemment Zombielenium qu'il a adapté au cinéma avec Alexis Ducor et pour lequel il a été nommé au César 2018 du meilleur film d'animation. Nous accueillons également Léonie de Ruger, romancière et scénariste de centaines d'épisodes de séries d'animation telles que Miraculous, Last Man, Les Crumpets ou encore Titeuf. Nous allons parler de leurs débuts, des premières histoires qu'ils ont écrites, de comment ils en ont fait un métier et de comment organiser l'écriture d'une série feuilletonnante. Ils nous parleront aussi de comment on passe d'une bande dessinée à un film ou à une série, de comment le budget vient influencer l'écriture, des interdits des productions jeunesse, de la série Last Man et surtout des coulisses de fabrication du film Zombielenium. Dernière précision, nous diffusons cet épisode en 2 parties. N'hésitez donc pas à vous abonner pour être prévenu lorsque la seconde partie sera disponible. Je crois qu'on a tout dit. Alors, générique. Mon fils a vu Zombielenium la semaine dernière. Et c'est un enfant extrêmement impressionnable et il a regardé ça sans décrocher un mot et à la fin il m'a dit papa, c'est trop génial. Ça fait super plaisir. Ah ouais, il m'a dit, et tu sais, là où j'ai vu que vraiment ça pris, il m'a dit, faut que je le regarde, vite. Ouais. Et je pense que le message sur finalement les enfants, ils aiment avoir peur et tout ça, ça l'a interrogé sur ses propres peurs d'enfant, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il a eu peur au début. Au début. Et puis, petit à petit, il a été pris par l'histoire et je crois que Gretchen, il l'a trouvé nickel. Il est amoureux de Gretchen. Hein. Il l'a un peu trouvé cool. Tant mieux, non, ça c'est bien. Plans, est-ce qu'il a eu peur normalement, le but c'était que le personnage en fait qui fait le plus peur, c'est la maîtresse. Oui. Et c'était vraiment le but. Alors limite, les monstres, on veut qu'ils soient, même les méchants, on veut qu'ils soient quand même relativement cool. Mais la maîtresse, surtout la scène où elle enlève la je trouvais que c'est celle où quand elle l'a poursuivi la gamine et qu'elle l'a mis dans le placard. Ouais. C'est ce qui m'a créé le plus de tension. Mais bon, je suis grand. Lui, il y a eu surtout de la violence. C'est-à-dire, il a pas eu peur, il m'a dit, mais c'est horrible de faire ça. Et il y a plein de gamins qui demandent d'ailleurs, mais pourquoi, ou d'adultes aussi, mais pourquoi est-ce qu'elle est aussi méchante, la maîtresse? Et ça, c'est quand on faisait beaucoup d'interventions après les projections, donc c'était à la sortie du film il y a 3 ans. Et en fait, beaucoup de gens, mais pourquoi est-ce qu'elle est horrible? Et moi, je leur explique, mais en fait, pour moi, c'est pas une horrible maîtresse, avec mon vécu, c'est une maîtresse. J'ai eu pratiquement que des maîtresses comme ça, qui étaient méchantes sans aucune raison. Voilà, donc en fait, finalement, c'est un peu un retour de bâton. Mais heureusement qu'on peut se venger avec nos métiers, c'est ça qui est génial. On allait démarrer pour vous demander en ce moment sur quoi vous travaillez, sur quoi vous écrivez. Eh bien, en ce moment là, je poursuis ma série Zombielenium. Je suis en train de faire le tome 6, qui sera le dernier, et j'en aurai pour un petit bout de temps parce qu'il sera un peu plus épais que les autres. Bon, les autres c'est format franco-belge classique, c'est-à-dire 46 planches. Là, il y en aura 54 parce que forcément c'est le dernier, donc il faut boucler les arches narratives, comme on dit dans le jargon. Il faut faire aussi un dénouement, donc c'est vrai qu'il sera un peu plus long, et il sortira, je pense, je sais pas exactement, mais en tout cas, j'en ai au moins pour 1 an et demi de boulot. Et c'est la vraie fin. Alors, c'est la vraie fin, exactement, mais en BD, comme en série, comme dans plein de domaines, c'est vrai qu'il y a une fin, mais ça n'empêche pas de faire encore un deuxième cycle, avec les aventures du petit-fils qui retrouve dans la malle du grenier les affaires de la grand-mère ou du grand-père, ou je sais pas quoi, donc faut jamais dire c'est fini, mais en tout cas ça boucle vraiment l'histoire là. J'ai aussi un autre projet de un spin-off,
particulier avec la création du parc. Là, il y aurait que le personnage du patron du vampire. Voilà, il y aurait pas les autres. Mais bon, ça c'est pour après. Non, enfin, c'est vrai que j'ai encore pas mal d'années à bouffer du Zombillenium. Et c'est toi qui feras tout sur ce tome-là, ou tu imagines faire une collaboration avec peut-être un autre dessinateur ou un autre scénariste? Pour l'instant, j'ai pas trop réfléchi. Je me dis, limite, vu que c'est à part, vu que c'est un spin-off, pourquoi pas faire une collaboration. Parce que des fois, ça se fait, des spin-offs qui sont faits avec un autre artiste qui apporte sa patte. Carrément. Puis c'est vrai que, moi, il y a tellement de dessinateurs que j'admire. Après, je sais pas trop. Pour l'instant, j'en ai parlé à personne. Je sais pas trop qui, mais faut voir aussi ce que va dire mon éditeur. Peut-être que lui, il va vouloir que je le fasse moi. Puis graphiquement, reprendre un peu tes codes, c'est difficile. Je sais. En même temps, il y a pas mal d'autres. Enfin, pas mal. Il y a quelques autres auteurs qui. Alors, c'est pas qu'on a le même style, mais dans le sens où il y a quelque chose qu'on a en commun, c'est de pas faire de contours. Ouais. Je pense par exemple, je sais pas, à Thomas Van Command, par exemple, qui est un auteur de Gung Ho, qui est une BD qui paraît chez Paquet. Alors on n'a pas du tout le même outil, mais c'est vrai qu'on a en commun le fait de ne pas utiliser de contours et par contre de jouer vraiment sur les contre-jours, vraiment la lumière, etc. Et lui d'ailleurs, il avait bossé sur en fait la préparation de Zombillenium. Il avait fait une partie du concept art. On peut voir son boulot dans le bouquin d'ailleurs du making of, et il avait vraiment fait du super boulot. Enfin, je trouvais ça intéressant justement de faire appel à lui pour avoir une autre vision et que voilà, qui avec son style à lui. Et donc pour l'instant, mais tout ça c'est, enfin le spin-off et tout, c'est encore très hypothétique. Ouais. Toi, Léonie? Alors moi, actuellement, je travaille sur une série qui s'appelle Héros à moitié, qui est une série de Romain Gadiot et Chloé Sastre. Et donc j'écris des épisodes. Voilà. C'est une série d'animation. C'est une série d'animation jeunesse, et c'est l'histoire de deux demi-frères et sœurs qui ont une sorte de sceptre magique et qui peuvent demander des pouvoirs, mais ces pouvoirs ne fonctionnent que quand ils se tiennent la main. Et quand ils se lâchent, ils ont un pouvoir à moitié. Donc, ce qui signifie que, par exemple, si c'est le pouvoir de se téléporter, il y a que la moitié du corps qui se téléporte. Donc voilà, donc ça crée beaucoup de situations comiques, et c'est une série très dure à écrire parce qu'il faut trouver un pouvoir, trouver le pouvoir à moitié, comment il fonctionne, dans quelle situation ils ont demandé ce pouvoir, évidemment. Enfin, quel principe de comédie ça va induire. Et ce, sur 52 épisodes, donc il faut avoir beaucoup d'idées de pouvoirs et de demi-pouvoirs. Et ça sera diffusé où? Ce sera diffusé sur France Télé, je pense. Et il y a une chaîne allemande aussi. Ouais. Enfin, c'est Disney d'ailleurs, Disney Allemagne, je crois. Quand tu écris ça, tu l'écris toute seule, vous êtes plusieurs, c'est un pool de scénaristes? En fait, on n'a pas trop pu là. En plus, ces 2 dernières années, faire des réunions, des writing rooms, c'était un peu technique, quoi. Il n'y a pas des writing rooms en Zoom Non, là, en fait, on a fait la situation classique, quoi. Chaque scénariste ou équipe de scénaristes envoie des idées, et puis les directeurs d'écriture, ils gèrent à distance. Chacun repart avec son épisode. Et donc là, j'ai écrit aussi avec une co-autrice qui s'appelle Pauline Pinson. J'ai fait des épisodes toute seule et des épisodes avec elle. Maintenant, on va remonter bien avant. On va remonter à vos débuts. Et donc, on va commencer par Léonie. C'est quoi ton premier souvenir d'écriture? Je crois que le premier scénario que j'ai écrit, c'était un truc un peu parodique pour ma mère également, parce qu'on regardait beaucoup de séries toutes les deux, et c'était un épisode de Derrick. De Derrick. J'avais pas choisi X-Files ou voilà, mais pour voilà. C'est super. Ouais, c'est bien. Ça t'a inspiré, quoi. Ça m'a grave inspiré, non mais ça me faisait trop rire, donc voilà. Toi, Arthur? C'était en 94 ou 95, l'histoire d'un lycéen dont le prof de bio est un sorcier et la prof de physique est une sorcière. Et en fait, il y a une histoire où en fait, il découvre ça, il devient copain avec le sorcier qui est gentil. Et puis, il y a une petite fée, il y a tout un truc un peu Heroic Fantasy, mais dans la vraie vie. Et puis, un jour, je sais pas, la sorcière le surprend et tout ça, elle le change en grenouille. Et après, il y a le cours de dissection de grenouille. Donc, il est là, oh là, mon Dieu, et tout. Et puis, à la fin, je sais pas, in extremis, il y a le sorcier qui vient le sauver. Et en fait, oui, c'était rigolo. Enfin, voilà. Là, je me suis dit, tiens, je pense que je ferai un truc peu dans l'univers un peu fantastique et tout ça, quoi. Et toi, quand est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais faire ça? Comprendre que le scénario c'était un métier, c'était vraiment cette époque de l'adolescence, puisque j'étais abonnée à Canal Jimmy et j'ai commencé à regarder beaucoup de séries, et j'ai commencé à comprendre que c'était vraiment écrit, et enfin qu'il y avait quand même plein de séries super cool. J'ai compris à ce moment-là que c'était un art. Si on fait un fast-forward, à quel moment tu t'es dit, ça y est, maintenant je suis une professionnelle?
Quand j'ai vu que j'avais quasiment 200 épisodes sur... Il a fait quand même 200 épisodes. Non, peut-être avant, mais non, quand tu commences à gagner vraiment ta vie, en fait, c'est un peu... Malheureusement, c'est un peu ça qui définit le moment où tu dis « Ok, c'est vraiment mon activité ». Et toi, Arthur ? En fait, c'est, je pense, avec mon court-métrage étudiant, parce qu'à la base, je faisais surtout des courts-métrages. Enfin, j'en ai pas fait énormément, mais c'est n'empêche un moyen de raconter une histoire, et on est seul maître à bord, et donc, surtout quand le dit court-métrage après passe dans des festivals et tout, voilà, ça y est, on a un peu le pied à l'étrier. C'est vrai que rapidement, j'ai voulu aller vers autre chose, notamment la BD, parce que ça permet de raconter des histoires plus longues. J'ai eu envie de faire des BD, notamment d'aventure, où les personnages évoluent, où on suit les personnages. Et en fait, ce premier court-métrage que j'avais fait à l'école, qui s'appelle Géraldine, qui est donc c'était il y a 21 ans. Donc c'est un court-métrage d'un homme qui se réveille transformé en femme. Et en fait, très vite, j'ai même eu envie de faire presque un projet de série, de faire des suites, de faire quelque chose de plus long. Je me suis dit, là, ce personnage, il faut qu'elle vive plein de trucs, il y a plein de trucs à raconter, et c'est là où je me suis dit, il faut que je trouve un format, donc ça a été après la BD, puis après le long métrage, puis ensuite les séries, un format qui permette vraiment c'est ça qui est intéressant, des personnages, les voir grandir, les voir vivre, les voir parfois même mourir, donc ça c'est vraiment, c'est grisant, quoi. Alors maintenant on va parler de routine de travail. C'est la fameuse question qui correspond à, si vous étiez dessinateur, on vous dirait qu'est-ce que vous utilisez comme papier, c'est quoi votre feutre. Là, c'est comment vous travaillez. Est-ce que vous avez une routine équivalente d'une morning routine pour vous mettre devant votre écran, et vous travaillez où, comment? Et ça dépend sur quoi j'écris. En termes de lieu, j'écris chez moi ou alors dans un atelier. Je sais qu'en ce moment, par exemple, le matin, je me consacre à mes projets perso, de romans, etc. Et l'après-midi, je fais mes épisodes. C'est un choix que tu as fait consciemment ou... je sais que ou est-ce que tu es plus inspiré pour ton roman le matin? Mes heures du matin, elles sont plus... j'arrive plus à... Son patron qui est en train d'entendre, moi je suis meilleur le matin, donc je fais mes trucs à moi. Non, c'est pas ça, c'est que ça demande pas la même chose. Non, mais c'est des exercices différents. Non, je suis très efficace l'après-midi. Mais c'est que c'est plus cadré. Puis ça dépend, à quel stade j'en suis de l'écriture. Par exemple, si dans un épisode, le plus dur, c'est le synopsis, en gros, franchement. Et du coup, cette étape-là, je peux la passer le matin, si vraiment j'ai besoin. Mais qui demande beaucoup de concentration. Mais après, quand il y a des étapes beaucoup plus faciles de rédaction ou de dialogue qui sont plus. Mais du coup, tu dirais que tout ce qui est les idées, tout ce qui est le plus créatif, c'est de la matière. En fait, tout ce qui est structure et idées, tout ça, c'est matin. Et en même temps, quand je suis sur du roman, j'essaie de pas être trop. J'essaie de pas faire comme en scénario, en fait, ne pas être sur mon plan et de faire des scènes qui ont des liens de cause à effet les unes avec les autres. J'essaie d'être un peu plus en freestyle, quoi. Donc là, c'est des heures où la journée n'a pas complètement commencé et on peut partir un peu. Et t'as un sablier aussi. J'ai un sablier, alors ça c'est vraiment j'ai un énorme sablier comme ça, et ça comme c'est quand j'arrive pas, ouais, comme le père Fouras, c'est ça. J'ai la clepsydre, dépêche-toi, fini ton texte. Non, c'est vraiment quand j'arrive pas à me concentrer, en fait, je mets le sablier devant moi et je dois écrire tout le temps du sablier qui fait 45 minutes. Un pomodoro. Ouais, c'est un pomodoro, exactement. C'est un pomodoro. Enfin, c'est un sablier, en fait. C'est l'idée. C'est l'ancêtre du pomodoro. Et toi, Arthur? Avec Alexis, en fait, on a donc coécrit le scénario du film. On est passé par des phases, c'était en dents de scie, il y a des moments, mais j'ai plus tellement de souvenirs, je sais même plus comment se passait une journée d'écriture. Tu m'avais pas raconté que tu faisais ça dans un bar, dans un resto, et que tu posais des questions au serveur des fois de temps en temps? Ah non, ça s'est arrivé une fois. Alors c'était non, mais c'est une très belle anecdote. En fait, c'était avant qu'Alexis arrive, il y avait une V1 que j'avais écrit, et puis Henri, le producteur, l'avait plus ou moins validouillé, c'était ok, avec ça au moins on va pouvoir commencer à aller démarcher, etc. Et on était dans un resto, le serveur voit sur la table la plaquette
marqué Zombielenium dessus, et il dit ah qu'est-ce que c'est, donc on commence, et c'est là où on voit que un truc marche ou pas, c'est quand on arrive à le pitcher en quelques phrases ou non, et là en fait j'ai absolument pas pu, et il dit c'est qui lui, je lui dis ah bah c'est le héros, et le serveur qui dit mais qu'est-ce qu'il veut, là j'étais en fait, on est sorti du resto quand on dit bon, faut que je vais tout à refaire. Quelque part, c'est rigolo, c'est un peu providentiel ce serveur qui finalement, avec sa petite question, qu'est-ce qu'il veut, bah finalement, voilà. Donc en fait, c'était. Ah, bien foutu la merde. C'est assez dur parce que en tout cas, bah voilà, les idées. C'est une question fondamentale au moins. Ouais. Ah bah c'est super fondamental, mais c'est marrant d'ailleurs. On se serait même dit que voilà, qu'il bossait presque un peu dans le métier pour la question justement fondamentale. Mais sinon, oui, les idées, voilà, elles viennent pas quand on veut. Donc bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais c'est vrai qu'il y a des phases un peu de désespoir, et puis des phases au contraire où là il y a le truc qui se met à presque s'écrire tout seul. Et en parlant comme on parlait de routine, est-ce que tu as la même routine quand tu fais de la BD et quand tu fais un scénario de film, ou c'était vraiment deux exercices différents et du coup tu as eu deux façons de faire très différentes? C'est pas exactement pareil. En fait, alors en BD, faut savoir qu'à part pour ce tome que je suis en train de faire, pour les autres c'était toujours en flux tendu, c'est-à-dire que je démarrais, et au bout moi, je travaille par chapitre de 6 planches, et au bout du 3e chapitre, j'envoie au fur et à mesure à Dupuis, qui commence à publier. Donc, en fait, il y a le chapitre 1 qui est publié dans Spirou, le magazine, et pendant que je suis en train de travailler sur le chapitre 3, donc il y a que 12 planches d'écart, et en même temps, ça me stimule. Voilà, c'est la contrainte de Spirou Magazine qui fait que tu travailles par 6 planches? Non, même pas. En fait, on s'est rendu compte avec Fred, mon éditeur, que c'était ce qu'il me fallait, en fait. C'est-à-dire, il y a les auteurs, ils attendent de terminer l'album, et ensuite l'album est publié. Et en fait, ça me permet d'avoir un rythme de 6 planches par semaine, et donc d'à peu près d'un strip. Un strip, c'est-à-dire juste une ligne de cases par jour. Et en fait, Romain Hugo, qui travaille dans notre atelier, lui aussi a un peu au fil du temps, trouvé un peu le même rythme. Ça permet, voilà, de se cadrer. Et puis après, sinon j'ai un gros cahier dans lequel je note tout. Alors à la fois les plans, le plan global du truc, les idées qui viennent, et puis aussi les storyboards des planches. Est-ce que tu avais une routine différente quand c'était du scénario, genre pour ton film? Ah oui, là c'était différent. Alors je pense qu'il y avait, là on a fait le truc un peu classique avec les post-it, mais je crois que très vite c'était plus finalement par les rajouts sur le document Word que le truc est venu, plutôt que le truc des post-it. Je me rappelle, j'avais travaillé avant Alexis, j'avais fait une tentative de travailler avec un autre co-scénariste, mais finalement ça n'a pas abouti. Mais lui c'était assez curieux parce qu'il mettait des post-it, mais jamais à aucun moment il nous déplaçait les post-it. Donc là je comprenais pas trop du coup. Peut-être explique pour les gens qui connaissent pas. C'est les post-it. En fait c'est. Toi Luni, tu expliqueras peut-être ça mieux, mais c'est ce qu'on voit, les auteurs américains, ils mettent tout le temps plein de post-it sur les murs. En fait, du coup, nous on fait pareil. Nous aussi, on essaie d'en mettre plein avec des couleurs différentes. Non, je rigole. C'est tout le temps amené à bouger, on est tout le temps amené à déplacer, à changer des choses. Donc en gros, t'écris chaque scène. J'imagine ce dont tu parles, c'est ça, c'est que tu sais parce qu'il y a plusieurs manières. Soit tu fais des thématiques, des idées de scène, machin, et peut-être ce dont tu parles où il faut déplacer, c'est peut-être des. Il y a la chronologie, et puis ensuite, alors là en l'occurrence c'est plutôt la chronologie du récit des scènes, pas forcément la chronologie tout court. Et on met le héros, il est dans la rue, il marche, ensuite un post-it, il rentre dans le bar, et là nanana. Et tu réfléchis pas en termes de structure de cette manière quand tu fais la bande dessinée? Alors si, parce que je fais toujours un petit plan, mais en bande dessinée c'est bizarre parce que c'est plus j'ai des envies de scène et j'essaie de les faire coïncider avec une histoire. Par exemple, je sais pas, on va prendre mais t'as l'impression que tu peux plus facilement t'affranchir, on va dire, des règles classiques de structure dans ta bande dessinée que dans un film où t'as voulu respecter plus ou moins la structure alors plus oui, officielle. parce qu'un film ça dure 1h20. Enfin, nous, c'était 1h20, et puis c'était même d'ailleurs 1h13, sans le générique, et il fallait vraiment
que ça colle, il fallait qu'on raconte une histoire qui dure 1h12 d'ailleurs, 72 minutes. Il fallait que ça fasse 72 minutes, pas une de plus. Et donc là, évidemment, ça rajoute quand même un truc. En BD, enfin, même s'il y a un nombre de planches limité, si je raconte pas ça, je le raconterai dans le tome suivant. Enfin, ouais. Donc c'est un peu plus cool. Et puis, par exemple, dans le tome 3, j'avais vraiment eu envie de faire arriver ce personnage, ce nouveau directeur qui décide de mordre les visiteurs pour en faire des vampires. Bon, et puis voilà, je voulais aussi faire un dialogue entre les passagers du train fantôme qui sont limite sur le point de mourir, mais en fait qui font des blagues, et puis l'énorme démon et la sorcière qui s'engueule avec lui, etc. Enfin, mettre un peu du vaudeville dans une scène plutôt... Donc voilà, c'est des idées, des envies, et puis j'essaie de faire rentrer ça un peu au chausse-pied dans une trame. Donc c'est pas tout à fait pareil, c'est quand même beaucoup... Pour le film, c'est plus... On se pose beaucoup plus de questions, et c'était vraiment beaucoup plus difficile, j'ai trouvé. Et la contrainte d'animation, parce que j'imagine, par exemple, quand tu travailles sur un épisode d'une série jeunesse, quand tu travailles sur ton roman, c'est pas du tout la même chose. Ah ouais, non. Est-ce que la contrainte qui vous oblige à vous dire, attention, si j'écris ça, il va falloir le dessiner, le mettre en animation, le faire entrer, c'est une contrainte plutôt positive ou négative? Plutôt positive, de toute façon on peut pas trop faire autrement, enfin je veux dire si ça peut pas se fabriquer, ça n'existera pas. Donc non, on essaie justement en amont, vraiment dès le scénario, d'avoir toutes les contraintes déjà en tête, parce que mais bon, ça arrive fréquemment quand on démarre sur une série que les décors soient pas créés, que donc on invente des trucs un peu dans l'espace, et puis après des fois ça colle pas du tout avec les vrais décors, donc faut modifier. Et est-ce que l'inverse ça existe aussi, genre les animateurs disent voilà, on a décidé qu'on aurait tel et tel décor, faites-nous rentrer bien sûr, bien sûr, notamment en 3D, des fois il y a des décors avec des bâtiments et tout, mais les portes ne s'ouvrent pas, donc faut pas faire un personnage qui rentre quelque part, quoi. Donc ouais, toutes ces contraintes on les intègre. Tu les as en amont dans une bible, un truc qui dit là des contraintes. Ça dépend des prods, mais oui, le plus possible. Et notamment en 3D, on sait qu'il faut pas essayer d'éviter les effets d'eau, de gouttelettes, les cheveux, faut que la plupart des personnages, si possible, les cheveux courts. Moi, ça m'est arrivé un épisode, c'est des gamins, c'était une bande de gamins, ils habitaient au bord de la mer. Donc on propose un épisode, je sais plus, la tongue hantée, enfin je me rappelle plus qui avait, voilà. En fait, ils pouvaient pas se faire parce qu'ils devaient être pieds nus dans le sable. Or, ils n'avaient pas de doigts de pied, ils étaient pas modélisés avec des doigts de pied, donc on pouvait pas faire cette histoire. Donc oui, il faut avoir en tête les contraintes de fabrication. Et encore dans un long métrage, je pense que tu peux quand même insister pour nous plein de fois. Oui. Allez, machin, bon, finalement. Mais une série, non, parce que c'est beaucoup plus industriel. Donc le truc, une fois que c'est lancé, tu peux puis si t'as pas un objet, t'en prends un autre. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'être un peu désespérée. Je crois que c'était sur Miraculous, justement, où on savait plus ce qu'il y avait de dispo comme props et tout. Et je crois que j'avais mis dans le scénario, bon, c'était pour mon directeur d'écriture, c'était pas... J'avais mis le personnage prend tous les props à sa disposition et les met contre la porte pour la bloquer. Voilà, les merdes. Parce qu'à chaque fois qu'on en a un truc, c'était pas possible. Et au-delà de la contrainte de fabrication budgétaire, il y a des contraintes, j'imagine, liées à la jeunesse. Alors ça, c'est le grand... C'est quoi les exemples de choses que vous avez le droit de faire et pas faire? Alors ça dépend en fait des diffuseurs et ça dépend des coproductions, parce qu'il y a les pays anglo-saxons sont en général beaucoup plus frileux que nous sur plein de choses. Donc Miraculous avec Disney d'un côté. Alors Miraculous par exemple, alors c'est des super-héros, ils se baladent, ils grimpent sur les toits et tout ça, mais par exemple dans un épisode, on voulait qu'ils emmènent un autre enfant avec eux, donc ils sautent du toit avec lui et tout, et là non, c'est pas possible, il faut un casque ou une protection. Ils sont sur un toit. Ils viennent de se battre, il n'y a pas de casque. Et on avait dû ruser avec mon co-auteur Mathieu Choquin, on avait fait qu'il y avait une réception sur le toit, et donc il prenait un plat, une soupière ou une casserole, et il le mettait sur la tête en disant attention, la sécurité avant tout. Enfin voilà, on a essayé d'en faire un gag, quoi. Mais voilà, c'est le Du coup, après, plein d'enfants se sont jetés avec des casseroles sur la tête. Voilà, exactement. Non, mais ça passe. En fait, ils arrivent à accepter quand ça passe avec. Mais pareil, oui, sur le toit, il faut qu'il y ait des barrières dans les décors, quoi. Il faut pas montrer. Et toi, quand tu publies dans Spirou, Zombielenium, ils te disent des fois. Alors,
la jeune fille un peu trop dénudée ou quand tu dessines des vierges. Oui, non, mais en fait, le démon Spirou, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils m'ont jamais enquiquiné avec des. Alors, il y a parfois pour le magazine, mais après, c'est-à-dire que bon, il y a ce que je fais qui va être fait donc destiné à être aussi un album. Donc pour l'album, c'est généralement tel quel. Parfois, pour le magazine, ils m'ont demandé 2 fois de changer des trucs. Dans le tome 1, à un moment, donc Aurélien, le grand démon, il est à poil, et à un moment, on voit son sgeg, et du coup, mais on peut dire, hein, voilà. Mais il m'a dit, là, il m'a juste demandé de recadrer. Donc, d'agrandir la case pour que ça soit hors champ. Et puis, il va faire rajouter un petit slip. Oui, mais en plus, j'ai pensé et j'ai oublié de lui mettre. J'avais créé un espèce de, bon, bref. Et puis, la deuxième fois, c'est la base. Dans le tome 5, il y a une scène où on voit hors champ, en fait, il y a une sorte de massacre, dans une salle de presse avec tous les journalistes qui sont butés par des monstres, sauf que en l'occurrence c'est pas eux. Mais bref, et en fait tout est vu en contre-champ et par 2 actionnaires qui sont là, qui regardent le truc et qui disent je suis fatigué, j'en ai marre de ce parc, et là ils se prennent une grosse gerbe de sang et ils restent complètement impassibles et tout. Donc là c'est le côté un peu comédie. Par contre la gerbe de sang, j'ai dû la virer dans le magazine et j'ai remplacé ça par des cris. Machin. Et après Spirou, le magazine, oui, il y a aussi des auteurs, faut faire aussi un petit peu gaffe pour tout ce qui est signes religieux, tout ça, parce qu'ils ont quand même, c'est un magazine où ils ont parfois même des menaces, tout ça, donc ça rigole pas trop. Par contre, pour l'album, là, c'est vraiment liberté totale. Mais en fait, c'est comme pour le langage, en fait, il y a on peut théoriquement même mettre des gros mots, on peut mettre putain, on peut tout ça, mais en fait c'est ce que dit Fred, il faut que ce soit justifié. C'est-à-dire que si tu mets un personnage qui dit putain alors qu'il pourrait ça sonne pas très bien, en fait c'est pas pareil quand tu le lis que quand tu l'entends. Donc par contre voilà, si c'est vraiment dans un feu de l'histoire où là tu peux vraiment faire ce que tu veux, même en termes de nudité, de sang, bon, sans aller trop loin non plus, hein, mais ça va. Enfin, c'est assez. Je pense, c'est beaucoup moins coincé, beaucoup moins tendu que pour les séries télé, pour la jeunesse, où là t'as plein de personnes qui se mettent. C'est ça, les diffuseurs sont beaucoup plus. Est-ce que finalement les décideurs à la télévision sont pas les plus frileux par rapport au cinéma, à la bande dessinée, ils ont très peu. Enfin, ils ont très peur. En fait, ils partent du principe, et ils ont raison, je pense, que les enfants regardent seuls la télé. Ouais, à 7h du matin. Du coup, ils veulent pas avoir aucune responsabilité. Alors qu'un long métrage, en général, on y va en famille. Voilà. Les séries à la télé, il faut que ce soit qu'il y ait rien qui choque, quoi. Donc c'est pour ça que c'est essentiellement de la comédie, du rire. Est-ce que ça nourrit une certaine forme de frustration chez toi, ou est-ce que c'est une contrainte et non, tu t'éclates dedans quand même? Moi ça m'éclate parce que j'aime beaucoup la comédie. Après c'est vrai que à la longue, je trouve ça dur de tout traiter sur la même émotion, d'être que dans le rire et dans désactiver parce qu'on essaye quand même, parce que c'est aussi une demande des diffuseurs, qu'à chaque fois le personnage est un voyage émotionnel dans chaque, comme ils disent à Disney, un petit emotional journey dans chaque épisode. Mais bon, à chaque fois ça se termine en éclat de rire. Donc c'est quand même un peu, c'est difficile, je trouve, de ramener toutes les émotions, de désactiver comme ça tous les. Sur les Crumpets, t'avais un peu plus de liberté. Alors les Crumpets, les premières saisons, c'était complètement faux. Là, c'était Canal. Et comment ça se fait qu'il y a cette liberté-là? Le diffuseur, c'était Canal, et la directrice Canal, de programme. Le cassos. Voilà, et puis la directrice de programme, au contraire, elle nous poussait à y aller à fond. Alors donc il y a un épisode sur les sectes, il y a un épisode où l'ado elle essaie de se suicider, faire des faux suicides pour avoir des likes sur son compte Facebook à l'époque, je crois. Enfin voilà, on a fait des épisodes complètement dingues où la grand-mère elle inocule des virus à ses petits-enfants pour faire des combats de catch avec ses propres anticorps. Enfin, c'est vraiment des trucs complètement cinglés, et ça passait très bien. Et après, par contre, saison 3-4, il y a eu un petit recentrage de la cible, parce qu'en fait, cette série a un design très enfant, très preschool, et d'ailleurs et ça fait un peu Animaniacs, ça. Et surtout ça a été diffusé à l'heure des enfants, à 7h du mat. Donc en fait c'était pas du tout écrit pour cette cible-là, en fait. Donc il y a pas mal d'épisodes aussi qui ont été interdits, je crois, et qui n'ont pas été diffusés.
il est interdit dans certains pays, donc ils se sont dit bon, ça devient compliqué les crumpets, et du coup ils ont recentré Cœur de cible 8 ans, et donc là on était plus sur des histoires d'ados, toujours un peu rock'n'roll et farfelu, mais c'était beaucoup moins dans la provoque. Et par exemple, quand t'es parti sur de la ligne pour adultes sur la semaine, est-ce qu'il y a aussi des limites? Est-ce que dans la semaine on a le droit de tout faire, sauf... Ah bah non, la semaine, je crois que justement, c'était vraiment... Vous aviez carte blanche? Ouais, et les directeurs du programme, ils étaient hyper fans, et du coup, ils étaient à fond. Quand on regardait les animatiques, limite, ils connaissaient les répliques des scénarios. C'était impressionnant. Comment ça s'est passé, le projet La Semaine? Parce qu'à la base, c'était un manga de Balak sans la ville et Vives. Mm-hmm. Et par contre, pour la série télévisée, ils sont partis sur une autre histoire. C'était pas une adaptation de... C'est un préquel, en fait, ouais. Et du coup, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait un des auteurs de la BD qui participait à l'écriture des scénarios? Ouais. Bah oui, il y avait Balak qui était avec nous et en même temps, il continuait la BD. Il faisait la BD, il faisait le jeu vidéo. Et donc, il faisait le lien, je pense qu'il racontait et du coup, à ses deux autres comparses. Vous avez pitché ce qui devait se passer, et puis vous êtes partis ensuite... Non, parce qu'en fait, on était vraiment dans une autre histoire, quasiment. D'accord. C'est vraiment un préquel, ça se passe quasiment pas dans le même univers, en fait. Donc c'est vous qui avez pu inventer un peu tout ce que il y avait les directeurs d'écriture et le réalisateur, donc Laurent Sarfati et Jérémy Perrin, qui avaient travaillé avec Balak sur les arches, donc ils avaient quand même une idée de ce qui allait se passer grosso modo, pour le personnage et d'où on allait. Et puis à partir de ça, on a fait vraiment un pool, une writing room, quoi. On s'est réunis tous les après-midi pendant... Vous étiez combien de scénaristes sur ce projet? On était 6, d'abord 6 et après 7, il y en a un qui nous a rejoints. Et en fait, on était 3, au début, quand on était 6, on était 3 duos d'auteurs. Et donc, quand on faisait les réunions tous les après-midi, là, on essayait de voir ce qui allait se passer dans chaque épisode, donc avec des post-it et des feuilles. Donc, il y avait des feuilles des épisodes, et puis on rajoutait les post-it dessus, genre cette idée-là, donc, il irait bien là, il irait bien là. Il faut avoir un grand mur et plein de post-it, quoi. On imagine qu'il faut Final Draft et des super outils numériques, et en fait, tout se fait... Ah, moi je l'ai Final Draft, mais alors je m'en sers à 1% de ses possibilités, je pense. Et vous avez déjà essayé des outils genre Celtex, des systèmes de post-it, mais sur téléphone ou sur iPad? Ouais, moi j'ai Scrivener et Final Draft, mais je sais, franchement, j'arrive pas très bien à m'en servir. Le charme du post-it et du grand tableau, c'est quand même... Oui, après je suis pas... moi je commence mes post-it, puis en général j'arrête au bout d'un moment et je me mets à... Ça aide à démarrer, puis après tu passes... Non, mais ça dépend, je pense que c'est très utile quand on fait comme ça des séries feuilletonnantes, pour élaborer petit à petit qu'est-ce qui se passe dans chaque épisode, avoir les arches des personnages, etc. Mais c'est pas forcément utile pour tous les stades de la création. Et voilà. Et donc, alors, attends, La Semaine, tu me disais, oui, donc, on a commencé on a fait, il me semble que ça s'est fait en 2 temps. On a fait d'abord les 13 premiers épisodes. Il y a eu une pause où je crois ils ont commencé la prod, et après on a fait une deuxième session d'écriture comme ça tous les après-midi, quelques mois après, pour faire les derniers. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très bien et que je conseille à tous ceux qui font des séries, parce que c'est bien de s'interrompre, et parce que de voir ce qui est faisable financièrement pour pas arriver à court d'argent dès l'épisode 2 et de pas pouvoir continuer. Ouais, sur ce projet-là. Ils ont dû finir, ils ont fini. La question du budget. Ils ont déployé des trésors d'ingéniosité, au niveau de la réelle, c'est impressionnant, quoi. Ouais. Justement pour pas que ça se voit. Ouais, mais c'est fou. En fait, il y a l'intégrale sur Netflix. Quand on regarde l'intégrale, on se dit, la quali est ouf. Mais c'est ça. Tu vois pas qu'il y a de la réhute, mais de... Non, ça se voit pas. Et en plus, même la qualité des épisodes est constante. Moi, je vais rematcher. Je pense qu'il y a des plans qui... Je crois qu'il m'avait dit... Non, il y a des épisodes où tu te dis, ils sont pas trop foulés. C'est bon, je trouve que c'est même crescendo, en fait. Ouais, non, mais c'est bien... Ouais. C'est bien speed. Et en plus, moi, je crois qu'au début, je pensais qu'on écrivait des 26 minutes. Parce qu'en plus, les scénarios, si je me souviens bien, ils faisaient 22-24
Mais ça fait la moitié, non? En fait, ça fait 13. Ouais, ça fait 13. C'est dense. D'où le rythme. Ouais. Et oui, et je crois, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a un plan sur un gong ou pour les matchs. Je crois que c'est le même qui est réutilisé, mais et on s'aperçoit pas que c'est le même. Et ça, moi je trouve que c'est en plus un petit peu dans les hommages de dessins animés d'avant où on s'est aidé un cellulo sur l'écran pour faire. C'est ce que j'allais dire. Il y avait un petit côté rétro. En fait, ça fait plaisant. Ouais, ça fait du style. Ouais, il y avait on retrouve les codes des mangas japonais qui réutilisaient à mort parce que voilà aussi pareil. Et on sent que comme c'est leur inspiration aussi, bah ça rend bien, ça rend bien, ça passe. Et toi, Arthur, sur Zombielenium, il y a des moments où le budget sur le film est venu Ah bah oui, on a carrément dû on avait donc d'abord il y a eu l'écriture, ensuite il y a eu donc le storyboard et le montage en fait, parce que le montage se fait en dessin animé avant la réalisation, alors que dans un film on shoot les trucs et ensuite le montage se fait, mais en animation ça coûte tellement cher que chaque scène est fabriquée à partir d'un montage coupé mais à la seconde, ou voire même à l'image quoi. Donc pendant cette phase-là, donc on travaillait donc avec Benjamin Massoub, qui était notre monteur, et qui lui donc mettait bout à bout les images de storyboard, en rajoutant parfois même des voix, on faisait des voix témoins, c'est-à-dire que c'est des voix pas du tout professionnelles, en l'occurrence c'est souvent les nôtres, mais pour voir si ça matchait, si ça rentrait dans le timing. Et oui, alors à ce stade-là, en fait, ça devait faire au départ même. On arrivait à 90 minutes. Et donc là, bon, évidemment, mais on le savait, il a fallu couper. Mais on arrivait à une version de 74 minutes hors générique. Et là, le producteur dit non, mais quand même, on a insisté, on dit non, mais là c'est incompressible, on peut rien faire. Et puis finalement, il est revenu un peu, le pauvre, un peu penaud, en disant j'ai parlé avec mes partenaires financiers. En fait, il faut vraiment que ça fasse 72, parce que c'est vraiment pour une raison parfois débile, c'est que ça rassure tout simplement tous les gens qui mettent des billes. Et on leur a dit 72, ils veulent 72. Ce qui est peut-être pas d'ailleurs complètement idiot, puisque au moins c'est peut-être grâce à ça d'ailleurs que le film s'est fait jusqu'au bout. Que si on avait fait 74, on aurait dépassé le but, j'en sais rien. Donc là, et donc il a fallu trouver 2 minutes à couper. Et en fait, on a réussi à trouver la scène. C'est la scène de recrutement où voilà, il parle dans le DRH et tout ça. Et qui était finalement la seule scène qui était pas liée vraiment directement aux autres scènes. C'est-à-dire que c'est une scène qui était un peu à part. Et donc heureusement on a trouvé cette scène, mais sinon oui il y a sans arrêt des trucs qu'il faut. À un moment il a failli ne pas y avoir de foule pour un parc d'attractions, c'est quand même un peu problématique. Alors et en plus le pire c'est que tout le monde disait oui mais bon c'est pas grave parce que dans l'histoire le parc il est censé ne pas trop marcher, ne pas avoir beaucoup de public. Je dis mais il y a une différence entre ne pas trop marcher et il y a du vide. Il y a je trouve que d'ailleurs c'est un truc et alors on a regardé notamment c'est Alexis qui m'avait dit ça, qui m'a dit de regarder Les Indestructibles, le premier. À la fin, il y a une baston dans une ville, une grande mégapole américaine, avec le méchant, le gros robot, et puis tout le monde. Et en fait, il m'a dit, regarde bien, et quand tu regardes la scène et que tu mets sur pause, t'as l'impression que t'as des millions de personnes dans les rues, et en fait, non, t'as 20 personnes maxi à l'écran. À l'époque, je pense que Pixar, c'était pas le Pixar de maintenant, ils avaient peut-être pas non plus, ils avaient des budgets énormes, mais ils avaient peut-être pas les moyens. Et en fait, ils ont trouvé que voilà, en mettant de temps en temps un petit bonhomme qui court, ça fait le job. Et en fait, avec nous, il y avait notamment Sabine Itier qui d'ailleurs va être la réalisatrice de la série, qui travaille à Angoulême, qui est un peu, qui faisait plein de trucs, elle a fait de la modée, elle s'est occupée des personnages, c'est un peu le couteau suisse de la prod, et elle a trouvé justement un moyen de réutiliser certains personnages, de les simplifier et de les faire marcher pour recréer de la foule. Mais c'est pas une foule intelligente. C'est une foule où tu lâches les bonhommes, et quand ils rencontrent un mur, ils font demi-tour. Là, c'est s'ils rencontrent le mur, ils rentrent dedans. Donc en fait, il fallait bien placer les bonhommes dans chaque scène pour que pas le mur avant pour qu'ils marchent, mais qu'ils n'aboutissent pas à leur truc. Donc en fait, oui, ça c'est bien, mais ça a été laborieux, quoi. Surtout quand même le producteur lui-même dit, on s'en fiche de la foule. Moi, je me suis posé la question pourquoi le héros c'est pas le même. Alors, c'est comme finalement comme pour Last Man, c'est un prequel. Alors, c'est passé par plein de phases. Il y avait au départ, on était parti sur raconter la BD. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pour la série. Donc avec Aurélien, le personnage principal.
Et en fait, on s'est très vite rendu compte que pour un long métrage, le héros ne marchait pas. Enfin, il avait pas un but assez précis. C'était un personnage très très passif. Et alors après, il y a eu une version où on s'est dit tiens, on va lui rajouter une fille. Là, j'étais déjà moyennement chaud parce que là, on s'éloignait beaucoup de la BD. Et alors ensuite, bon, ça marchait toujours pas. Ensuite, il y a eu une version qu'on appelait la version Sirius, où le personnage principal était Sirius, le squelette. Et donc là, ça aurait été vraiment un prequel avec Sirius, qui lui avait une fille et qui se retrouve embauché. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu savais déjà qui doublait Sirius? Non. Enfin si, on savait que Matt, là, on avait déjà parlé avec lui pour qu'il fasse Matt Bastard, pour qu'il fasse la musique. Qui est le chanteur de Skip the Use. Mais à l'époque, on savait pas du tout qu'il allait doubler, parce que ça, c'était des tests qu'il a fait après. Et on s'est dit, ah, bah tiens, ça va le faire et tout. Et donc, il y a eu la version Sirius. Et en fait, d'ailleurs, la petite fille dans le film, Lucy, est métisse parce que, justement, ça date de cette version-là. C'est parce que lui, comme il était noir, enfin, il n'est plus parce qu'il a plus de peau, évidemment, mais donc sa petite fille était métisse. Et quand on est passé à Hector, donc le nouveau personnage inventé pour le film, on se dit bah la petite fille on va la garder, hein, on va pas la blanchir juste parce que parce que le héros est blanc. Donc du coup et alors donc la version Sirius en fait c'est la version où là c'était déjà un peu plus avancé et on est reparti de cette version mais ce coup-ci avec Hector donc quand Alexis est arrivé. Mais du coup pourquoi le nouveau héros est blanc? Bah il y a en fait Sirius qui en fait parle de tout le temps de son passé, et il s'est inventé, c'est un personnage, c'est un squelette, il est complètement mytho, il arrête pas de s'inventer un passé de militant noir pour les droits civiques. Et donc je me dis voilà, c'est un contraste entre lui et le personnage. Ouais, et en fait Hector, au début du film en plus c'est un personnage hyper antipathique. Ouais, antipathique, c'est un espèce de businessman et puis pas du tout dans le genre syndiqué, militant ou quoi que ce soit. Donc je dis que quand même il y a un peu au début avec Sirius ça fasse un peu des étincelles. Ouais. Et donc voilà, il y a eu cette version Hector qui est arrivée. Alors la version Sirius, moi personnellement je l'aimais bien, mais Henry voulait son démon. En fait, c'est pour ça que voilà. Alors après je suis content aussi quand il y a un démon, mais la version Sirius en plus la fin était triste, entre triste et gai, c'est-à-dire que il retrouve sa fille. À la fin, elle arrive dans le parc, ah papa, et en fait pendant tout le film, tous les autres monstres lui disent non mais il faut surtout pas que ta fille soit au courant, elle va après tu vas l'envoyer chez un psychanalyste, voir son papa en squelette et tout ça. Bon. Et lui ouais mais quand même, donc la fille vient le voir et à la fin elle le trouve et lui il fait semblant d'être un automate. Et en fait c'est triste mais beau. Oui, mais c'était triste. Mais en fait Henri, et là t'aurais eu César avec ça. Et ben peut-être voilà, c'est ça. Et en fait mais bon, Henri voulait lui était très attaché à ce qu'il y ait un démon qui à la fin déploie ses ailes et tout ça. Et moi ça m'allait aussi très bien évidemment, mais du coup on a créé Hector mais vraiment spécifiquement pour le film. Et je crois que tu vois l'expérience de l'avoir vu avec mon fils là, on aurait fini sur la fin triste. Ouais. Je suis pas sûr qu'il m'aurait dit c'est super génial, je vais le revoir tout de suite. Ouais, peut-être ça l'aurait un petit peu plombé. Ouais, alors je pense que là, aussi, cette fin où ils recomposent une famille et tout, c'est une happy end. Bah c'est ça. Et puis Henri voulait une fin quand même optimiste et puis il voulait quand même que les monstres, la monstruosité triomphe. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit là ta fin, elle est très jolie, mais c'est vrai que c'est un peu les monstres. Bah ouais, faut quand même qu'on se cache. Quelque part c'est un peu une espèce de défaite et lui il voulait au contraire qu'à la fin le type une espèce de fierté un peu d'être des monstres etc et de faire peur donc voilà, c'est pour ça que finalement on a créé ce personnage et surtout dernier truc, je voulais pas qu'il y ait deux réalités alternatives, enfin c'est-à-dire que le film et la BD racontent le même truc mais pas tout à fait, c'est-à-dire qu'il y en a un dans la BD il y a Aurélien qui a une fille et dans l'autre il a pas de fille, enfin c'est très bizarre. Donc en fait moi je préfère que voilà ce soit carrément un truc qui se passe avant, même si les gens parfois confondent Aurélien et Hector, mais voilà, au moins c'est une continuité, et surtout que après il y a certains personnages du film que j'ai fait apparaître dans la BD mais 10 ans plus tard, etc. Donc en fait je préfère que ce soit vraiment voilà, il y a une frise, d'ailleurs j'ai fait comme ça une frise avec les dates, les trucs, et puis les âges des personnages et ce qu'ils font. Comme ça, il y a une logique et il n'y a pas deux histoires dans des mondes parallèles. Alors t'as cité 2 fois le mot série, donc on va être obligé de vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous avez le droit de dire sans que ça porte malheur?
Ouais, c'est ça, c'est plutôt une histoire de Il y a Moon, hein. éventuellement un projet de série, on s'arrête là, c'est pas mal ça comme. Oui, en fait, il y a un projet de série Zombilenium, alors ce coup-ci qui sera basé sur la BD. Donc avec donc Aurélien, et alors la première saison serait les tomes 1, 2, 3, la deuxième serait les tomes 4, 5, 6. Mais bon, pour l'instant, c'est évidemment, voilà, c'est en discussion, c'est la phase où justement faut trouver les partenaires financiers, etc. Donc on peut juste dire que c'est un projet. Ouais, c'est un projet, et bon, pour l'instant, l'idée, l'ambition, les intentions en tout cas, c'est de coller à la BD, mais aussi de densifier un peu l'univers, et de peut-être pouvoir ajouter des intrigues de plus de bureaux, de trucs qui se passent dans le parc, tout cet aspect un peu The Office en fait. Un peu The Office. En fait, c'est vrai que moi, c'est un truc parc. c'est vrai que la BD, c'est 46 planches, c'est quand même pas beaucoup. Ouais. Et moi, c'est vrai que si j'avais pu, c'est vrai que j'aurais développé, notamment, j'aurais fait plus de scènes qui se passent dans le milieu des villageois, et aussi plus de scènes de vie de bureau des monstres. Parce que c'est quand même, ça parle quand même de ça. Et donc, je pense que là, on aura pas de temps en plus, mais enfin, on aura pas mal d'épisodes. Je crois qu'on va pouvoir rajouter ce genre de choses. On se dit par exemple, il y a un type de personnage que j'ai pas créé mais que j'aimerais bien, c'est un personnage de petit chef. Dans toutes les entreprises, il y a un petit chef ou une petite chef, et j'aimerais bien effectivement qu'il y ait un personnage comme ça. Un peu le Michael Scott démon. C'est ça, voilà, exactement quoi. Et donc voilà, ça va permettre un peu de faire tout ça et de nourrir encore un peu plus. Et c'est quelque chose que tu pouvais pas faire dans la BD. Est-ce que le fait qu'il y ait que 6 tomes par exemple et que ça se termine, c'est une volonté de ta part à toi, ou c'est ton éditeur qui a dit Ah non, c'est une volonté de ma part. Ouais. Moi, je pense que l'éditeur, il aura envie que ça continue plus, non? Oui, je pense qu'il aurait envie, mais en fait, c'est une volonté de ma part, parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup de boulot. Voilà, et puis, parce que sur la BD, tu fais tout seul. Ouais, et puis c'est vrai que c'est un univers, qui est quand même assez dense. Enfin voilà, c'est dans un parc d'attractions, il faut dessiner les manèges, les petites ampoules. Oui, puis tu t'économises pas, parce que chaque case de la BD, c'est splendide. En fait, la technique empêche de faire. C'est vrai qu'une BD par exemple qui est faite au crayon, tu peux avoir un style un peu lâché, même sans aller jusqu'à Marion Montaigne mais même. Enfin voilà, on peut. Disons que il y a une partie du dessin qui fait. Comment dire, c'est un peu crayonné, c'est un peu spontané. Tu peux suggérer avec tu peux suggérer, voilà. Par exemple, si tu dessines une foule, tu peux faire juste des petits, comme des petits CP, juste des petits ronds pour dire il y a une foule. Bon. Avec ma technique, c'est impossible, en fait. C'est-à-dire que je dis pas que quand tu fais une foule, tu vas faire tous les visages, mais un peu quand même. Et tu peux pas te permettre de faire dans la demi-mesure. C'est-à-dire que soit tu fais, alors c'est pour ça que ça se passe dans le Nord, parce que moi, dans le Nord, voilà, c'est plat. C'est plat, il y a pas de montagne, il y a des champs, il y a pas de gris. Donc je me dis, voilà, tout ça en moins, quoi. Et là, par contre, oui. C'est la vraie raison qui fait de ce choix artistique. C'était aussi pour mettre Pierre Bachelet dans son film. Voilà, en fait, la vraie raison, c'est ça. Non, en fait, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est aussi le Nord. Bon, il y a le côté industriel, tout ça, les mines. Moi, je me suis demandé si c'était la dimension sociale, parce que finalement, quand on discutait avec Mac, on s'est dit entre la marche du crabe, les syndicalistes dans un film d'animation pour jeunesse et tout ça, il y a quand même un thème dans tes œuvres sur on va pas rentrer dans le moule, on va un peu essayer de... Oui, c'est vrai qu'il y a un peu ça, mais en fait la dimension sociale dans Zombilenium, c'est parce que voilà, moi je trouvais que c'était marrant de mêler les deux, et c'est vrai que c'est vraiment sur les classes en fait. On fait plus que sur sur les classes socio-professionnelles, mais pour moi voilà, chaque monstre correspond à un type de donc pour dire vite, en gros les zombies sont un peu la classe ouvrière. Ensuite il y a les loups-garous qui sont les jeunes cadres dynamiques, les vampires qui sont encore un peu au-dessus, puis alors on a les démons qui sont les patrons du CAC 40. Et moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours pas mal titillé en fait, ce thème. Notamment j'ai le souvenir d'être allé dans le Nord. Vraiment, j'avais il y a 20 ans une petite amie qui était dans le Nord, et puis un copain qui avait une maison de famille là-bas. Elle est venue à un déjeuner organisé par ce pote, et ça, il y avait de la friction, et à l'époque je comprenais pas ce qui se passait, mais ça faisait je sais pas, des étincelles, il y avait un truc qui accrochait pas, et c'est je pense le jour où j'ai réalisé qu'en fait il y a des
classes sociales, quoi. Il y a des choses, des gens qui se mélangent pas, où il y a des trucs mais qui nous dépassent, hein, qui sont et en fait voilà, donc je trouvais ça intéressant effectivement de que chaque monstre corresponde à... Et si toi tu te baladais dans Zombilenium et tu te faisais mordre par un monstre, tu te transformais en quel monstre? Alors ça Ça dépend qui te mord. Oui, non mais voilà, je pense que mais des fois ils savent pas. Des fois tu te mords, mais tu te transformes en fonction. Non, mais c'est vrai que, enfin, même si dans Millennium, bon, les monstres pour lesquels tout le monde est de l'empathie, c'est les zombies, voilà, forcément, parce que c'est d'eux dont il s'agit d'eux principalement, quoi, et de leur destin. Mais par contre, c'est vrai que oui, j'ai pas grandi j'ai grandi dans un milieu un peu classe moyenne, mais pas dans un milieu ouvrier. Par contre, dans le milieu où j'ai grandi, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens je dirais que c'était vraiment des vampires, quoi. Avec toute la métaphore, les dents qui arrivent de parquet. Le personnage qui protège le plus les autres, c'est au final le patron du parc. Oui, alors t'as des bons vampires. Voilà. Mais justement, c'est un peu, c'est le modèle de Francis, effectivement, comme quoi, qui est très inspiré notamment de mon père, qui lui, effectivement, a démarré, en fait, finalement, un peu en bas du truc, mais qui a toujours été un peu une sorte de patron, social, on va dire, qui avait quand même à cœur que ses ouvriers soient bien traités. Il dirigeait une petite filiale d'une boîte de travaux publics, et c'est vrai qu'à un moment il s'était fait licencier quand j'étais ado, et je comprenais pas pourquoi, alors que voilà, comme le patron du parc de Zombilenium. Mais voilà, c'est ça, et donc et d'où cette scène, et donc en fait je pense que c'est pour ça que je l'ai réinjecté ensuite dans la BD, parce que c'est vrai que ça m'avait pas mal touché, en fait, et il s'est d'ailleurs fait remplacer par alors là pour le coup le mec aux dents longues, justement, issu d'une grande école, qui traite ses employés n'importe comment, donc c'est un peu une sorte de constat un peu amer, mais évidemment il y a d'ailleurs un film au départ quand on pitchait le projet de film Zombilenium, on parlait évidemment des références. Il y a évidemment un film, je pense un film anglais dont ça se rapproche beaucoup, qui est Brassed Off, les Virtuoses. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est un film avec Ewan McGregor, Pete Postlethwaite, plein d'acteurs anglais, et qui se passe dans les années 80, dans les mines. On va dire c'est dans la veine un peu Ken Loach, Full Monty et tout ça. Et là, c'est sur une fanfare d'une mine, en fait, qui participe à un concours de fanfare et tout ça. Et c'est drôle parce qu'effectivement, on retrouve un peu il y a le patron de la mine, il y a le héros, il y a la fille qui est sympa et tout, mais en fait, c'est la fille du patron. Et c'est marrant parce qu'il y a effectivement ce côté un peu comme une grande famille où chacun vraiment a son rôle, ses duplicités, etc. Et c'est vrai que moi, je cite souvent ce film. Enfin, en tout cas, pour les auditeurs qui connaissent, c'est vrai que ça m'a beaucoup influencé, et ça raconte vraiment une petite histoire au sein de la grande, avec tous les événements qui influent sur ce groupe de personnages qui ressemblent effectivement à une famille. Et quand t'as écrit Zombilenium, tu l'avais cette influence ou t'en es rendu compte après? Je m'en suis rendu compte après. Ouais. Mais et pareil, il y a aussi ce film québécois super, La Grande Séduction, qui raconte l'histoire d'un petit village qui tente de survivre parce qu'ils ont besoin d'un médecin, et s'il y a plus de médecin, l'usine ferme, et donc ils réussissent à rameuter un médecin de Montréal, leur but c'est de le faire rester. Et en fait, du coup, il y a plein de quiproquos, le film est assez drôle. Mais là, c'est pareil, le maire du village, c'était aussi une influence pour Francis, le patron, parce que, alors, les personnages, il y a plein de typologies et tout ça, mais en fait, ils n'arrêtent pas de s'engueuler, c'est un peu le village d'Astérix, mais en même temps, ils sont tous liés par une sorte de destin commun, et là aussi, effectivement, il y a un côté très social, parce que, il y a la menace du chômage et tout ça, donc, et puis donc, dans Zombilenium, l'idée, c'était à la fois le chômage, puis à la fois la concurrence des nouveaux monstres hollywoodiens, incarné par Steven, le vampire, qui ressemble par Edward. Edward Cullen, de Twilight. Et voilà, et donc c'était ça aussi, parce que dans le film, il dit souvent, non, mais de toute façon, les zombies, c'est terminé, ça fait plus personne ne s'y intéresse, ça fait plus peur, maintenant les gens, ils veulent des beaux vampires, etc. Ouais. Donc il y avait aussi ça, qui était aussi une satire un peu des nouveaux types de monstres. Bon, même si j'ai pas l'impression que Twilight savent tellement souffert de Zombilenium. Non, enfin, puis même non, mais surtout que ça, non, bien sûr que non, mais en plus
Par contre, ça, je sais pas si ça a tellement perduré cette mode. Enfin, je sais que là, quand on du Des vampire vampires glam. aussi, quand même. bah, je sais pas. Si, nous, t'as eu des séries et tout. les dernières projets qu'on a fait, quand on demandait en tout cas aux, alors les parents connaissaient Twilight, les enfants, par exemple des gamins Ah qui non, ont ouais, 8-10 ans, ils Non, savent ils absolument connaissent pas pas. ce que Ah, c'est. bah, je crois ce qu'il a capté, c'est le message, on a le droit d'avoir peur et c'est cool. Oui, bah Et voilà. du coup, lui, il ouais. a reçu ça, alors c'est son histoire aussi, mais le côté Twilight, non, ça lui est passé. Non, mais ça c'est un clin d'œil, mais n'empêche que voilà, ça c'est aussi un peu un clin d'œil. Bah, on parlait tout à l'heure des séries télé, justement des exigences des chaînes qui veulent que rien dépasse, que tout soit, qu'il y ait surtout pas de violence et tout. Et c'est un peu le même truc, quoi. C'est genre les zombies c'est sale, non on va mettre des beaux vampires, voilà. Et puis il y a d'ailleurs un des personnages qui dit ah oui, puis on pourrait mettre des chats aussi. Enfin, bon, Ouais. et voilà, donc c'est un peu ce truc, faut que tout soit édulcoré, etc. Donc voilà, ça parle aussi de ça. Et toi, Léonie, est-ce que dans ce que tu insuffles, même si t'as une Bible très carrée, est-ce que tu sens qu'il y a des sortes de thématiques récurrentes dans ce que tu écris ou dans tes romans? Est-ce qu'il y a des choses On a tous des petites marottes, je pense, les scénaristes, ouais, effectivement. Alors, pas qu'on recycle à chaque série, il faut pas exagérer, mais quand on peut... moi, les trucs que j'aimais bien, c'est le téléachat. J'ai beaucoup fait d'épisodes ça démarre sur du téléachat, où le téléachat a quelque chose à voir dans la résolution de l'intrigue. Je sais pas. Bah, c'est ça. Après, il faut trouver des épisodes tout le temps. Alors, si tu veux, tu te raccroches un peu à ce que tu peux. Attends, je disais le téléachat, que je perde pas le fil de mes idées. La nourriture hantée qui devient vivante. J'ose même pas imaginer les traumas que t'as eu dans l'enfance. Acheter un plat de téléachat, Non, c'est pas un ça. truc Plutôt, sur c'est téléachat, des trucs de contes de fées, en fait, aussi. La nourriture hantée, moi, j'ai un conte de fées que j'adore qui s'appelle La Bonne Purée. C'est une purée qui envahit un village. Vous connaissez pas ce conte? Personne ne le connaît, en fait. Il y a que moi, je l'adore. Comme Tu es sûr qu'il existe? Ben, j'espère. Et Denis, elle connaît des contes bizarres. Il y a aussi demi-poulet. là. Non, moitié de poulet. Moitié de poulet. Moitié de poulet, la bonne purée. Au moins, t'as un menu, quoi. Voilà. Je dirais pas que c'est des thématiques, mais c'est des débuts sujets d'intrigue. récurrents. Voilà, c'est genre l'objet bizarre que tu reçois du téléachat, c'est parce que tu avais commandé, ou le mangeur. Enfin bon, c'est des débuts d'intrigue que tu peux. Après, parfois dans les univers, ça colle pas. Hein, tu le mets pas partout. J'ai fait le compost hanté aussi, pas mal, dans Titeuf, dans Rosie. En général, on m'appelle surtout pour des séries comme ça, un peu décalées, un peu farfelu, déjanté, donc où je serai dans mon élément, quoi. Donc ça c'est Donc, il va y plutôt avoir sympa. de la bouffe hantée dans la Voilà. série Zombielenium si elle voit le jour. Ah bah oui, ça me semble la base. Ouais. D'ailleurs, il y a une scène qu'on va sans doute remettre. Une des scènes qu'on a coupées, d'ailleurs, c'est la scène de la cantine. Juste parce qu'on en parlait tout à l'heure, j'ai répondu 2 secondes. Il y avait une scène, comme ça se passe dans un univers un peu carcéral, parce tous les monstres sont un peu prisonniers du parc, donc du moins dans le film. Dans la BD aussi. Alors dans la BD moins. Enfin là, oui, il y a ils arrivent un peu à se faire évacuer de temps en temps. Mais en fait, ouais, et donc il y avait la scène de cantine. C'est comme dans toutes les séries ou tous les films de prison où le héros arrive avec son plateau. Et il y a la table des loups-garous, la table des vampires, la table des zombies, et il peut jamais poser son plateau. À chaque fois, il se fait envoyer chier. Et c'est exactement comme les films de prison où il y a la table des latinos, la table des blancs, la table des noirs. Voilà, c'est un peu. Il appartient à aucun clan, et en fait il y avait donc une scène comme ça où à la fin il se bagarre avec un loup-garou et il y avait une grosse baston dans la cantine. Bon, ça par exemple, c'est une scène malheureusement qu'on a dû qui promettait d'être drôle, mais qu'on a dû couper, donc ne pas faire plutôt que couper. Et en plus, Alexis, mon co-réalisateur et co-scénariste, il adore faire la cuisine. Et au début, il a fait le chef, qui est une espèce de batracien, qui faisait revenir des yeux dans une poêle en mettant des trucs. Et c'était un déchirement total de pas avoir. Donc là, et pourquoi? Parce que surtout, il y avait genre 150 personnages qui se bagarrent avec des couverts, des chaises, des tables. Et en gros, c'est quand on sait qu'en gros, on nous dit, alors si vous pouvez voir genre 3 ou 4 personnages maxi par scène, là c'était impossible. Et c'était la scène où Francis, le patron, faisait son discours. Du coup, le discours, on l'a transposé dans le dortoir, où il est entouré, et en fait tous les personnages finalement autour, ils sont plats, ils sont en 2D, je les ai dessinés, parfois, sauf quand ils sont en gros plan. Mais en fait, voilà, on trouve toujours des petites solutions comme ça. Enfin, on réussit toujours à faire ce qu'on veut finalement.
Bon voilà, le premier épisode est fini. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah les invités étaient au top. Par contre pour le son, je pense qu'on peut faire encore une petite amélioration pour la prochaine. Et si vous voulez nous aider, bah vous pouvez nous laisser des commentaires sur votre plateforme Apple Podcast ou celle que vous utilisez. Idéalement, vous pouvez même nous mettre des étoiles. 5, ce serait vraiment bien, ça nous permet d'apparaître dans les classements et à d'autres personnes de connaître l'émission. Ça nous aidera. Et puis n'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour le prochain épisode. On continuera notre conversation avec Arthur et Léonie pour avoir des conseils, des astuces, des recommandations, pour être prévenu quand la suite sera disponible. Le plus simple, c'est de s'abonner. On se revoit très vite pour la suite. À bientôt.